Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, elle est réservée pour expliquer le plan d'affaires. Alors, le plan d'affaires, c'est un rapport réalisé par l'entrepreneur pour montrer au bailleur de fonds que le projet est rentable et mérite finalement d'être financé. Voici donc le document du plan d'affaires, un document PDF qui comporte 28 pages. Donc on trouve un sommaire, une première partie synthèse qui résume en 2 pages tout le document du plan d'affaires, et puis une série de questions guidées où il y a des explications avant chaque question pour guider l'entrepreneur à élaborer son plan d'affaires. Donc nous avons dans la partie synthèse 7 rubriques, 7 sous-sections à des questions à répondre, à, à remplir. Donc première partie, des questions relatives au promoteur. Donc vous allez noter le nom du promoteur. Vous, en tant qu'équipe, vous avez le choix de mettre un membre de l'équipe en tant que promoteur et les autres membres en tant qu'associés, ou bien choisir le chef d'équipe qui s'en chargera tout au long du document de jouer le rôle du promoteur. Donc on cite le nom du promoteur, on note ses qualifications, par exemple optimiste, organisé, etc. Son numéro de CIN, son adresse, son téléphone et son adresse électronique. Puis on note les noms, prénoms des associés. Des informations aussi relatives au projet, du genre quel est le type du projet. Donc il y a création, par exemple lorsque l'idée elle est nouvelle, ou bien reprise si on est dans le cadre d'un nouvel entrepreneur qui veut reprendre une entreprise, ou bien si vous allez créer une association. La nature du projet, vente de narguilé, vente de chicha, comme dans le cas de l'exemple qu'on est en train de suivre, l'exemple de l'entreprise Chichaba. Le secteur d'activité, c'est un secteur tertiaire. La branche commerce et la filière, l'industrie des loisirs. On trouve le secteur, la branche et la filière dans le site de l'APIAC. Il suffit de savoir le type du secteur pour trouver des branches et des filières dans ce secteur. Le régime du produit national ou international, ou bien les deux, et le coût total du projet, c'est-à-dire on met un chiffre estimatif du coût total du projet. Après, on a fait les prévisions, bien sûr, de ce coût. Ce n'est pas un chiffre aléatoire. Pour l'implantation, maintenant, on nous demande de préciser le lieu d'implantation de notre entreprise. Donc, on choisit une adresse, le gouvernorat, la surface des bâtiments ou bien du terrain qu'on a besoin pour faire notre entreprise. Par exemple, ici, pour l'entreprise Chichaval, elle a répondu 200 mètres carrés. Et l'impact sur l'environnement, puisque ce n'est pas une entreprise polluante, ils ont répondu non concerné. Bien sûr, si vous êtes une entreprise que vous avez des dégâts d'un impact sur l'environnement, il faut préciser quels sont les types de déchets nocifs que vous êtes en train de gérer par votre entreprise.
comme la raison sociale, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, dans notre cas corrigé que nous adoptons chez Shabbat, la forme juridique, ils ont choisi la SUAD, le code risque est toujours la Banque centrale, le siège social, donc c'est l'adresse du lieu d'implantation, et le capital social, c'est 221 000 dinars. Je reviens ici concernant le projet. Nous voyons que le coût total du projet s'élève à 476 000 millions de dinars. Ça, c'est la taxe al-jumliya du projet. Et dans ce montant, le capital social, c'est-à-dire l'apport des associés et du promoteur dans le montant total du coût du projet, s'élève à 221 millions de dinars. Donc, nous remarquons qu'il y a un montant qui reste pour maintenant arriver à la somme de 476 millions de dinars. Ce montant qui reste, il fera l'objet d'un crédit et la raison pour laquelle on réalise ou on rédige ce plan d'affaires. Donc le plan d'affaires, il est rédigé essentiellement pour convaincre la banque de lui donner ce montant de crédit. Les produits ou bien les services proposés, tout simplement, on produit du narguilé, chicha, puisque l'entreprise, c'est son seul produit qu'elle fabrique, et pourcentage de production destiné à l'export, oui, puisque l'entreprise, elle veut maintenant exporter 40% de sa production à l'étranger. Bien sûr, si vous n'avez pas rien à exporter, vous allez mettre 0%. Pour les moyens de production, donc la liste des équipements, pour fabriquer un chicha, il faut des rubans adhésifs, des cheminées, des bols supérieurs, des corps ou réservoirs, des pipes immergées, des tuyaux. Et les hommes permanents à créer, un responsable commercial, un directeur ressources humaines, etc. Donc ça, c'est des réponses exclusives pour l'entreprise chez Shabbat. Pour votre cas, vous devez adapter vos réponses aux produits que vous êtes en train de fabriquer. Finalement, le coût et le financement. Donc ici, je répète, donc, dans un tableau, quels sont les coûts qu'on nous demande pour créer et fabriquer notre produit. De l'autre côté, comment je vais assurer le financement de ces coûts, la description du projet. Donc, première question, on nous demande de présenter le projet. Et pour présenter l'idée du projet, on peut commencer par préciser le problème de départ à l'origine de cette idée, préciser le besoin que vous cherchez à y répondre et votre client cible, décrivez votre projet, autrement dit, votre solution, votre offre, produit ou bien service, en le situant dans son secteur d'activité. Exemple, c'est le secteur, l'agriculture, le commerce, le transport, la santé. Indiquez également comment l'idée vous est venue. Exemple, s'agit-il d'un rêve, d'une opportunité d'affaires détectée, d'un métier d'un parent, d'une idée inspirée
de l'université ou des médias, ou bien des connaissances dans le domaine. Et vous pouvez également terminer par justifier vos motivations et intérêts au projet. Par exemple, vous avez un soutien familial ou bien vous avez les fonds nécessaires pour attaquer un domaine ou bien créer ce projet. Vous avez également l'opportunité, notamment l'encouragement de l'État à ce type de projet. Donc il y a des avantages fiscaux, par exemple, qui vous permettent de manière de saisir cette opportunité. La mission maintenant de l'entreprise. La mission, vous devez donc formuler la mission de votre entreprise. La mission de l'entreprise est un court texte formulé de façon claire pour décrire sa raison d'être, faire savoir ce qu'elle fait et sa contribution positive qu'elle apporte à ses clients et à la société. Exemple de mission, par exemple l'entreprise de dépannage informatique. Voici comment elle rédige sa mission. Fournir aux petites et moyennes entreprises de la région de Québec un service rapide de dépannage et de réparation en micro-informatique accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, la définition des objectifs. Dans la définition des objectifs de l'entreprise, il faut toujours essayer de proposer un objectif SMART. Par exemple, l'objectif, je souhaiterais augmenter les ventes des vêtements de la collection d'hiver d'ici la fin de la saison 20 mars. Donc d'ici la fin de la saison 20 mars, j'ai déjà limité le temps, donc j'ai défini un temps, un espace-temps. De 5%, 5% c'est quelque chose de mesurable et acceptable, je n'ai pas dit augmenter les ventes de 100%, donc 5% c'est possible, c'est acceptable, c'est raisonnable par rapport à l'année dernière. Donc Marco, c'est réaliste. Pour les apports en innovation, si vous allez proposer un produit conquérant, par exemple vendre des conserves de tomates, ou introduire des modifications d'un produit existant, vendre un flash disk, par exemple, on doit préciser notre apport en innovation s'il y en a par rapport à l'existant. Donc je dis voilà l'état initial du produit existant, voilà des produits concurrents, et voilà l'état final avec mon produit. Qu'est-ce que je vais changer par rapport à l'existant ou bien par rapport au concurrent? Les facteurs clés de succès. Je dis alors, voilà, un des facteurs clés de succès que je crois avec lequel mon entreprise va réussir ou mon projet va réussir, c'est la créativité des employés. Et bien sûr, il y a toute une liste. Puis le calendrier de réalisation. Il s'agit d'énumérer les principales étapes de réalisation du projet. Donc on définit dans un tableau et dans un espace temps quelles sont les activités que nous allons faire dans cet espace-temps. Ce tableau, on l'appelle aussi un diagramme de Gantt. C'est un outil qui permet de préciser s'il y a des personnes ou des organismes qui risquent de ralentir la réalisation des activités et donc d'intervenir pour redresser la situation
la réglementation du secteur, savoir les conditions d'accès et d'exercice de la profession à respecter pour exercer le métier. Par exemple, vous mettez quelles sont les règles à respecter au niveau du local servant de lieu d'exploitation. Quelles sont les règles à respecter en matière de vente? Quelles sont les règles en matière d'affichage des prix et des informations de vente? Donc tout ceci pour éviter de s'exposer à de futurs problèmes comme les amendes ou bien la fermeture de l'entreprise en cas de négligence de certaines conditions. Finalement, le concours des fonds spéciaux, notamment avec les faux produits ou bien les RITI, ce sont des avantages, des fonds que l'État propose pour encourager les entrepreneurs dans leurs projets. Par exemple, les faux produits, ce sont des fonds de promotion et de décentralisation industrielle. Ce sont des avantages d'investissement accordés aux nouveaux promoteurs ou bien aux PME. Pour les RITI, donc un fonds à verser à l'entrepreneur lorsqu'il s'agit d'équipements informatiques, le promoteur et l'équipe dirigeante. Donc, nous allons commencer par la situation personnelle. Et dans la situation personnelle, on ne va parler que du promoteur, la seule personne du promoteur. Donc nous pouvons faire un tableau où on mettra le nom, prénom ici du promoteur, son âge, sa situation familiale, sa fonction, la formation, l'expérience, les compétences bien sûr qui sont en rapport avec le domaine du projet et les motivations aussi qui jouent en faveur du projet. Le bilan personnel, il a un double objectif. Toujours on travaille sur la personne du promoteur, donc et on veut savoir le bilan personnel du promoteur. Pourquoi faire un bilan personnel? Tout d'abord parce que on veut montrer qu'on a envie de faire autre chose et qu'on n'est pas satisfait par notre vie actuelle. Donc deux étapes à faire. Première étape, faire un tour de son parcours personnel pour comprendre les difficultés, autrement dit, qu'est-ce qui bloque réellement l'épanouissement. Et dans une deuxième étape, prendre un nouveau départ avec plus de force et de confiance, en se posant bien sûr deux questions. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et le deuxième intérêt du bilan personnel, c'est de savoir aussi ma situation financière actuelle. Il faut s'assurer que je peux maintenant avoir un crédit. Et donc, pour savoir si vous êtes déjà engagé avec une banque par un crédit et quels sont vos actifs pour savoir votre réelle capacité de crédit. Donc, on fait deux listes. Une liste de ce que on possède comme actif ou bien ou avoir, et une liste de ce que vous devez. Autrement dit, est-ce que je suis en train de payer des impôts ou taxes? Y a-t-il des prêts automobiles, des emprunts ou autre chose? Ensuite, les compétences. Donc, toujours avec le cas du promoteur seulement qui répond à cette partie, les compétences du promoteur. J'ai donné ici quelques exemples
de compétences et à vous donc de choisir les compétences qu'il faut en rapport avec le projet. Le réseau utilise le projet, par exemple dans le projet Chichabar. Chichabar, le promoteur, il a répondu que il a un parent dans le secteur du tourisme, donc ce qui facilite la vente du produit. Il a également dans son réseau des proches dans le secteur de la douane, donc ce qui peut faciliter l'export du produit, et des plongeurs dans le secteur informatique, donc facilitation dans la vente ou la création du site en ligne. Bien sûr, ça c'est pour le réseau de l'entreprise Chichabar. Il y en a d'autres structures qui peuvent aider l'entrepreneur pour réaliser son projet. Il y a donc les structures d'appui à l'entrepreneuriat qui sont publiques ou privées, comme l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, comme l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, l'Agence de promotion des investissements agricoles, l'Office national de tourisme tunisien et l'Agence foncière industrielle, bien sûr. Il y en a d'autres. Ou bien des organismes non gouvernementaux, comme l'Association tunisienne pour l'entrepreneuriat et l'essaimage, ou bien Tunisian Ambassadors for Development, ou bien un Tariqi. Et il y a aussi des programmes d'appui nationaux et internationaux, comme le programme PATEI, comme l'entreprise Europe Network. Et maintenant, on a terminé avec le promoteur pour parler de l'équipe projet. Donc, nous allons mettre dans un tableau les informations sur chaque associé. Donc, comme l'intitulé de poste, c'est quoi le poste de chaque associé, la date de naissance et ainsi de suite. Et enfin, le choix de la forme juridique. Donc, il faut préciser votre choix quant à la forme juridique de votre entreprise. Et dans le diapo suivant, celui-là, j'ai mis d'autres éléments pour faire une comparaison entre les différentes formes selon des critères donnés. Nous allons passer maintenant à l'analyse stratégique du marché. Dans l'analyse stratégique du marché, on a 5 rubriques à prendre en considération. La première, c'est la présentation du secteur. Quand il nous demande de présenter du secteur, on est censé mener des études. Donc on peut faire nous-mêmes une étude par un questionnaire pour montrer ou bien trouver des études existantes sur notre secteur. L'essentiel, c'est pour ces études, ils ont pour vocation de montrer l'état du secteur. Est-ce qu'il est en croissance ou bien saturé? Parce que si le secteur est saturé, donc inutile de faire ce projet. Ou bien montrer que le marché est promoteur, oui ou non. Montrer également que le produit que vous allez proposer répond réellement à un besoin. Ou bien il y a une forte demande du produit. Ce qui est dans le carreau bleu, c'est des études que l'entreprise Chichabar s'est appuyée pour faire leur projet. À côté des études préexistantes, on peut parler d'une analyse PEST. Donc, il s'agit d'analyser la variation de 5 variables et d'étudier leur impact et leurs possibilités
sur l'entreprise. Et puis, on nous demande d'analyser les marchés ou le marché potentiel de l'entreprise. Quand je dis finalement, voici mon marché potentiel, par exemple, le Maghreb arabe, on a fait ce choix et n'est pas aléatoire. Donc le choix du Maghreb arabe, c'est un choix qui est basé sur des études préalables. Donc comment trouver un client potentiel? Un client, c'est-à-dire susceptible d'acheter mon produit. On peut commencer par analyser les profils des clients potentiels dans divers marchés visés à court terme ou à long terme, marché local, régional ou international. Par se poser des questions. Qui sont-ils ces clients? Et on fait un classement par âge, par revenu, par catégorie, par situation familiale. Où travaille-t-il? Dans un milieu urbain ou dans un banlieue? Comment achète-t-il par Internet, ou bien comptant, ou bien par chèque, ou bien par carte de crédit? Critères d'achat, prix, qualité, service aussi à prendre en considération. Qu'achète-t-il? Donc, les types de produits, les marques, les styles. Où achète-t-il? Dans un centre commercial ou bien un commerce de voisinage. Et la fréquence d'achat du produit et leur motivation d'achat. Je peux également analyser les profils des clients potentiels dans les bases, par exemple, de l'Institut national de la statistique ou bien le ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation, les journaux d'affaires, et ainsi de suite. Ou faire moi-même un sondage en ligne, ou même sur le terrain, pour connaître l'intérêt des clients potentiels envers mon produit et attirer plus de ces clients. Le marché cible, c'est le marché qui pourra me ramener plus de richesse parmi les marchés potentiels. Donc, il suffit d'analyser les marchés potentiels pour découvrir quel est le marché qui présente les meilleures chances de succès et de rentabilité. Puis, on analyse également l'offre et la concurrence. Donc, on fait dans un tableau la liste des principaux concurrents et citer les faiblesses et les forces de chaque concurrent. Et cette étape, elle me permet de mettre en valeur mon apport et de profiter des faiblesses et des forces des concurrents. J'ai mis aussi un exemple de l'entreprise Futura pour savoir comment dresser un bilan des forces et faiblesses des entreprises concurrentes lorsque vous allez faire vous-même votre tableau. Pour terminer avec l'analyse stratégique du marché, on peut faire une analyse SWOT, donc c'est une matrice où on peut faire une double analyse, une analyse en interne pour identifier quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, de notre entreprise qu'on va créer, une analyse en externe pour étudier les opportunités et les menaces qui peuvent menacer les activités en externe de l'entreprise. Stratégie de commercialisation. Et dans une colonne suivante, ici, on met le volume de vente en moyenne. Et puis, nous connaissons ici le prix unitaire 35 dinars de chiffre du type absolu titrant. Donc 35 dinars fois 350, on obtient ici le volume annuel des ventes. Ensuite,
la stratégie marketing. Donc nous allons adopter 4 politiques. Premièrement, la politique du produit. Et là, on va préciser le design, le packaging, la marque, les normes ou labels, la gamme de produits si je fais des produits diversifiés, la politique du prix. Est-ce que je vais adopter une politique de pénétration, c'est-à-dire un produit moins cher que moins élevé que le prix du marché, ou bien une politique d'alignement sur la concurrence, c'est-à-dire je vais utiliser le même prix du marché ou de ceux des concurrents, ou bien je vais choisir de faire un prix d'écrémage, puisque je considère que mon produit est un produit de haut de gamme ou bien de luxe. Troisièmement, la promotion. Donc, comment je vais faire des promotions. Finalement, la distribution, la place. Dans la section communication, je dois répondre à la question pourquoi communiquer, autrement dit, pourquoi faire de la publicité de mon produit et comment faire la publicité et finalement combien dois-je consacrer de mon temps pour faire de la publicité. Enfin, je dois préciser également quels sont mes canaux de distribution. Est-ce que je vais vendre directement mon produit ou bien j'adopterai un circuit court en passant par des détaillants ou bien j'adopterai un circuit lent pour vendre mon produit. Donc, passant par les grossistes, les détaillants et les consommateurs. Donc, le choix des canaux il doit être justifié aussi dans la stratégie de commercialisation. Temps de production et d'organisation. Donc, l'étude de production, elle est envisagée par les entreprises pour savoir le coût de production de leurs biens ou services avant leur production. Donc, le coût de production, c'est égal à la somme des charges directes plus des charges indirectes. Charges directes comme par exemple les salaires des employés et les charges indirectes, par exemple l'électricité, etc. Donc, comment déterminer maintenant ces charges? Il faut analyser donc les éléments suivants. À commencer tout d'abord par le processus de production. Donc, par exemple, ici, pour avoir un paquet de lait, nous allons faire le schéma du processus qui commence du fournisseur vers la production du paquet de lait et allant par tout le circuit du matériel, du transporteur, des employés, des acteurs liés pour la transformation, etc. Et à chaque fois du processus, l'entrepreneur il doit noter combien il faut d'espace, de ressources, de matières premières, de matériel d'équipement, de transporteurs, etc. Et il doit noter également les quantités ou les coûts associés à chaque étape. Par exemple, quand il note un besoin en matière première, il doit préciser la quantité et les coûts associés. Maintenant, passons à la capacité de production. Donc, l'entrepreneur il doit estimer le volume réel de la capacité de production. Par exemple, nous sommes une entreprise qui produit le jus d'orange. Donc, imaginons que nous avons un équipement qui, quand on lui verse 500 kg d'orange,
il nous donne 1000 watts de 33 centilitres de jus d'orange. Or, en tant qu'entrepreneur, je suis capable d'assurer 300 kg seulement d'orange. Donc, les 300 kg, c'est ma réelle capacité de production. Et je ne peux qu'acheter que 300 kg. Bien qu'un de l'équipement qui me permet de transformer 500 kg. Donc, il faut estimer le volume réel de ma capacité de production dans le plan d'appel. L'approvisionnement, dans l'approvisionnement, je dois plutôt parler du processus d'approvisionnement, à commencer par la détection des besoins en matière première, le choix du fournisseur, faire la commande, le suivi de la commande, la livraison et le suivi de la facturation, de la facture. Au niveau du main-d'œuvre, je dois tout d'abord faire l'organigramme de l'entreprise. C'est un schéma où on trouve la représentation du personnel de l'entreprise par grade. Donc, en premier lieu, nous trouverons à la tête de l'entreprise le promoteur, puis les associés ou bien les cadres supérieurs, puis les cadres et ainsi de suite. Et à chaque poste de l'organigramme, il lui correspond une fiche de poste. Dans cette fiche de poste, on mentionne le nombre de postes, on mentionne la catégorie, on mentionne la tâche ou bien la fonction, autrement dit, celui qui va occuper ce poste, qu'est-ce qu'il doit faire, et aussi finalement les compétences nécessaires pour avoir ce poste. Donc disons que celui qui veut être un responsable commercial, il doit avoir un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, par exemple, et une expérience dans la vente au détail, à des niveaux croissants de responsabilité. Pour le local ou bien la zone d'implantation, nous devons justifier pourquoi le choix du local ou bien de l'implantation de l'entreprise. Par exemple, depuis le projet Fichabad, ils ont justifié le choix de la zone industrielle Benarousse parce que ces infrastructures incluent les rues, les voies ferrées, l'électricité haute tension, le gaz naturel, les services de télécommunication. Il y a aussi des équipements de service, restauration interentreprise, la poste manin, gardiennage. Et le parc industriel est situé aussi près des accès autoroutiers et dans le voisinage d'autres infrastructures de transport, notamment l'aéroport, un port et une voie ferrée. Donc tout ceci, ce sont des éléments qui peuvent faciliter la distribution et maintenant la modernité, profiter de la modernité. Enfin, l'aménagement, donc pour aménager l'espace le local de l'entreprise, un tableau donc pour préciser maintenant les montants nécessaires pour introduire l'eau, l'électricité, le chauffage, le matériel de cimenterie, si on en a quelque chose à bâtir, le gaz de vie, les ouvriers, et donc le total nécessaire pour aménager l'espace. Exemple ici de calcul de coût de production, j'ai donné un exercice ici avec des données
concernant la transformation d'un produit et les charges directes ainsi que les charges indirectes nécessaires pour la transformation de ce produit. Et dans le diapo suivant, vous trouverez ici la correction pour vous montrer comment calculer le coût de production dans un projet. Nous allons en finir maintenant avec le plan financier. L'étude financière, tout comme l'étude auparavant de production, donc l'étude financière, elle permet aussi de faire des prévisions du chiffre d'affaires prévisionnel, des charges d'exploitation, du seuil de rentabilité et aussi des prévisions au niveau de certains ratios comme la valeur actuelle nette ou bien le taux de rendement interne. À comment faire ces prévisions? À commencer donc par le coût et le financement de l'entreprise. Donc préciser le coût du projet et comment va-t-on financer ce coût, comment va-t-on assurer le montant du coût de projet. Donc le coût de projet, comment l'obtenir? C'est tout simplement par le capital social des associés et aussi par des emprunts. Des emprunts, que ce soit un crédit auprès de la banque ou bien un crédit fournisseur. Les fournisseurs aussi ils peuvent nous donner des matériels ou des matières premières et attendre qu'on produit et vendre les produits pour les rembourser. Alors, ce coût du projet est égal. Pour faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce coût de projet? Avec ces montants? On va faire de l'investissement et assurer le besoin en fonds de roulement. Donc l'investissement, c'est tout ce qui concerne la préparation du local, les ouvriers, l'équipement, le matériel de transport, bref, tout le nécessaire pour la production. Et le BFF, le besoin en fonds de roulement, c'est les matières premières qu'on aura besoin pour produire la première fois le produit. Donc, ici, nous avons donc un tableau qui précise quels sont les coûts et les financements nécessaires du projet. Voyons ici dans ce tableau que nous avons un emprunt, des emprunts plutôt, de la somme de 255 millions de dinars dans cet exemple, puisque nous avons un emprunt, un crédit malin, donc on peut faire le tableau du remboursement du crédit. Donc on connaît le montant, on connaît le taux d'intérêt, on peut calculer à chaque fois, à chaque année, le montant à rembourser du crédit. Puis nous précisons nos hypothèses prévisionnelles. Alors pour expliquer de nouveau que signifient les hypothèses prévisionnelles, je vais vous donner un exemple par le problème suivant. Donc, en 2019, la Tunisie a connu une bonne récolte d'huile d'olive et les propriétaires des huileries ont estimé vendre le litre à 11 dinars. Or, toute attente, l'Espagne paraît comme un concurrent direct et réussit à couvrir la demande de plusieurs marchés européens qui étaient cibles pour la Tunisie. Le prix du litre d'huile d'olive a donc chuté pour atteindre 5,5 dinars tunisiens. Donc ici, les propriétaires des huileries avaient envisagé
deux scénarios, autrement dit deux hypothèses prévisionnelles, pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, dans ce problème, il y a donc deux scénarios possibles. Adopter une hypothèse optimiste. Donc, vendre le litre de huile d'olive à 11 dinars et générer donc des bénéfices comme prévu. Ou bien, vendre le litre à 5,5 dinars et adopter une hypothèse pessimiste pour générer des bénéfices non comme prévu. Donc, possibilité de perte au niveau des résultats. Et selon ces deux scénarios, on commence à calculer la capacité de production. Donc, dans une première étape, on calcule le taux d'utilisation de la capacité, production par an, produit en unité. Donc, hypothèse optimiste, soit on produit la totalité, 100% de la capacité, ou bien je définis un intervalle, par exemple 60%. Et l'hypothèse pessimiste, par exemple, je définis une valeur de 30% de ma capacité de production. Puis je calcule la production. Donc je dis que dans l'hypothèse optimiste, je vais produire 1000 unités. Donc, et dans l'hypothèse pessimiste, 30%, c'est-à-dire 400 unités. Ensuite, dans l'étape suivante, je peux donc prévoir le chiffre d'affaires. Dans l'exemple du chicha bar, ils ont commencé par les hypothèses. Donc, ils ont estimé la capacité de production dans le cas pessimiste et dans le cas optimiste. Puis, ils ont calculé le nombre d'unités à produire chaque année en fonction de chaque hypothèse. Et puis, ils ont multiplié le nombre d'unités fois le prix unitaire pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel selon deux hypothèses différentes, une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste. Puis, la dotation aux amortissements. Donc, on calcule les amortissements des produits. Par exemple, dans le projet VFI Chabat, ils ont utilisé un matériel de transport, ils ont acheté des camionnettes. Donc, le taux d'amortissement, c'est un taux qui est défini au préalable. Par exemple, l'amortissement, il est défini, le taux d'amortissement est défini à raison de 15% pour les machines, matériels et équipements industriels, 10% pour les machines, équipements de chauffage et frigorifiques, qui sont des taux qui sont définis au préalable. Et donc, on met l'article, on met le prix, on met le taux et on calcule l'évolution du taux pour déterminer après quel an le matériel est totalement amorti. Puis, on fait l'estimation des charges d'exploitation. Donc, on met dans un tableau les achats, les charges externes, les autres charges externes, les frais du personnel et bien sûr à chaque projet ses propres charges et ses propres données. Une fois on a calculé, on a estimé les charges d'exploitation, on peut calculer
le seuil de rentabilité. Par définition, le seuil de rentabilité, euh, euh, dans cette représentation graphique, nous remarquons que le seuil de rentabilité de cette entreprise, il est là, c'est-à-dire c'est à partir de 2005 que l'entreprise elle commence à avoir des bénéfices. Avant 2005, l'entreprise, tout ce qu'elle gagne, قاعدة تخلص بيه في des crédits ou bien elle le réinvestit pour atteindre ce seuil-là. Donc c'est à partir de ce moment, à partir de cette date, c'est qu'on parle, voici maintenant le seuil de rentabilité de cette entreprise. Donc, par définition, le seuil de rentabilité, c'est le montant du chiffre d'affaires à réaliser au cours d'une période pour avoir un résultat nul. Le total des charges est égal au total du produit. Tout ce qu'on produit est égal à tout ce qu'on dépense. معناها اللي تربحوا منها تخلص بيه حاجات منها. C'est un montant du chiffre d'affaires minimum pour ne pas être en déficit. Donc c'est ça. Toujours on parle de ce point. La date, une autre définition, c'est la date où l'entreprise commence à faire des bénéfices. Maintenant, si le seuil de rentabilité est nul, les activités de l'entreprise suffisent alors pour payer les charges. À partir de ce moment, on peut comme estimer qu'on est capable de maintenant faire face aux charges de l'entreprise. Si le seuil de rentabilité est supérieur à zéro, l'entreprise dégage du bénéfice et le projet alors commence à être un projet rentable. Dans ce tableau, on peut voir comment on calcule le chiffre d'affaires, comment on calcule le seuil de rentabilité de l'entreprise. Donc nous avons la formule qui nous aboutit finalement au calcul du seuil de rentabilité en utilisant bien sûr les données des prévisions du chiffre d'affaires selon l'hypothèse optimiste ou bien les données du chiffre d'affaires selon l'hypothèse pessimiste. Puis on fait l'estimation du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, imaginez que je vais produire du yaourt, donc je ne vais pas acheter à nouveau les équipements, ni recruter à nouveau des salariés, mais plutôt j'ai besoin d'un montant pour acheter le lait nécessaire pour produire le yaourt. J'ai besoin des salaires pour payer les salaires des ouvriers et des composants, un coût pour payer les composants nécessaires pour produire l'emballage et aussi des coûts pour payer l'électricité nécessaire pour faire fonctionner les machines la première fois pour produire la quantité de production de la première fois. Donc, dans un tableau, donc, on peut mettre les besoins nécessaires pour le fonds de roulement, des besoins par exemple en termes de stock, et y a-t-il des créances, on a un crédit fournisseur, et puis donc on fait le calcul total 1 moins total 2 moins le coût moins le crédit fournisseur pour obtenir la variation du besoin en fonds de roulement. Et puis on passe au calcul du compte des résultats prévisionnels. Donc là aussi, ce sont des tableaux. Nous avons les données auparavant du chiffre d'affaires. Nous avons les charges d'exploitation, donc chiffre d'affaires moins les charges, on obtient le résultat brut d'exploitation, moins les amortissements si on a que nous avons fait auparavant également, on obtient le résultat brut,
moins les charges financières, on trouve le résultat avant impôt, moins l'impôt, le résultat net et ainsi de suite, jusqu'à atteindre euh, des montants, des chiffres significatifs. Si aussi nous avons des valeurs ajoutées, on peut les calculer. Donc nous avons toutes les données, bien sûr, chaque projet et ses propres valeurs et on peut également ne pas faire cette partie, c'est vraiment, vous êtes dans le cas où il n'est pas nécessaire de faire ces calculs. Mais des fois, si le projet l'impose, donc vous connaissez comment donc, utiliser les tableaux suivants pour calculer la valeur ajoutée ou bien le taux de croissance de votre entreprise. Le plan de trésorerie maintenant. Donc, il s'agit de calculer les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie, c'est-à-dire calculer la différence entre les recettes et les dépenses, les encaissements et les décaissements. Donc, nous avons un montant dans le premier tableau X1 qui désigne le total des recettes, tout ce qu'on gagne durant des mois de l'année, à commencer par noter les fonds nécessaires dans la phase de lancement, et aussi tout ce qu'on dépense dans la même période. Et on fait la différence entre les encaissements et les décaissements. Tout ce qu'on obtient comme solde de différence, on l'appelle des cash flows. Si les cash flows ils sont positifs, c'est-à-dire on a un flux de trésorerie positif, donc on a un excédent d'argent. Donc on peut investir plus, on peut rembourser des dettes. Si les cash flows ils sont négatifs, donc on parle de flux de trésorerie négatif, donc on a un déficit. Donc l'entreprise elle doit optimiser à nouveau ses processus par exemple, ou bien elle sera obligée de s'emprunter à nouveau pour reprendre son équilibre financier. Donc dans le plan de trésorerie, on fait un petit tableau, ça c'est pour prendre l'exemple du fiche à base, comment ils ont répondu au plan de trésorerie. On calcule donc les encaissements, on calcule le total des encaissements, on calcule également où on a investi, on a dépensé, on a décaissé au niveau des achats, au niveau des crédits, et ainsi de suite. Puis on fait la différence entre encaissement moins décaissement pour trouver et se rendre compte de l'état des soldes. S'il est positif, autrement dit les cash flows, ou bien s'ils sont négatifs. Enfin, on calcule des ratios. Par exemple, le ratio, le taux de rentabilité interne, taux de rendement interne et la valeur actuelle nette. Si la valeur actuelle nette est positive, donc on constate que l'investissement est rentable, et si le taux de rendement interne on le retrouve supérieur au taux d'intérêt bancaire de l'époque à laquelle on fait notre étude de prêt, donc le projet il sera retenu. Finalement, on peut aussi calculer le délai de récupération du capital investi.